H.P. Lovecraft, At the Mountains of Madness, Montagne de la folie, lecture intégrale, 2e épisode, 12 chapitres, chapitre 3. Aucun de nous, j'imagine, ne réussit à dormir profondément ou sans interruption cette nuit-là, à la fois dans l'excitation de la découverte de Lake et à cause de la force grandissante du vent qui nous environnait. Si furieuse était la tempête, même là où nous étions, que nous ne pouvions nous empêcher de penser à ce qu'il en était au camp de Lake, directement au pied de ces vastes pics inconnus qui les engendraient et les délivraient. McTeague était debout à 10 heures et tenta d'établir la liaison radio avec Lake, mais l'état électrique de l'air si perturbé à l'ouest empêchait toute communication. Nous réussîmes cependant à joindre Larkham, et Douglas me dit que lui aussi avait tenté en vain de contacter Lake. Il ne savait rien quant au vent parce qu'il ne soufflait que faiblement à McMurdo, même s'il faisait rage là où nous étions. Toute la journée, nous continuâmes de guetter anxieusement et de relancer Lake par intermittence, mais invariablement sans résultat. Vers midi, une sorte de vent frénétique grandit depuis l'ouest, nous effrayant pour la sûreté de notre camp, mais elle s'éteignit progressivement avec juste un sursaut modéré vers 14 heures. À 3 heures de l'après-midi, le calme était revenu et nous redoublâmes d'efforts pour joindre Lake. Ayant mobilisé 4 des avions, chacun d'entre eux disposant d'un émetteur radio à ondes courtes, nous nous refusions à imaginer un accident susceptible de mettre à plat tous ces équipements d'un coup. Ce silence minéral continuait pourtant, et quand nous pensions à la furie délirante du vent qu'il avait dû supporter là où il était, nous ne pouvions nous empêcher d'imaginer les plus sinistres conjectures. Vers 6 heures du soir, notre peur était intense et immense. Après une conversation radio avec Douglas et Thorfinson, je me résolus à entreprendre des recherches. Le 5e avion, que nous avions laissé à l'entrepôt de réserve de McMurdo avec Sherman et 2 marins, était en parfait état et prêt à décoller. Et la situation d'urgence pour laquelle il avait été réservé, c'est maintenant qu'elle survenait. J'entrai en communication avec Sherman et lui enjoignis de me rejoindre le plus vite possible, les conditions atmosphériques étant au plus favorables. Nous réunîmes ensuite l'équipe de sauvetage et décidâmes qu'elle mobiliserait tout le monde, y compris le traîneau et les chiens que j'avais gardés en réserve. Même une si grosse charge n'était pas hors de portée pour un de ces grands avions préparés selon nos directives spécifiques pour le transport de nos lourdes machines. Et régulièrement, je tentais d'atteindre Lake par la radio, mais toujours en vain. Sherman, avec les marins Gunnarsson et Larsen, décolla ce soir-là à 7h30 et nous prévint en plusieurs points de son vol que tout se déroulait sans encombre. Ils atterrirent sur notre base à minuit et tous ensemble nous discutâmes de suite des décisions à prendre. C'était un pari dangereux que de naviguer au-dessus de l'Antarctique dans un seul avion sans le secours d'aucune base. Mais personne ne recula devant ce qui nous sembla être une pure nécessité. Nous nous imposâmes un bref repos à 2 heures du matin, après avoir commencé le premier chargement de l'avion, mais étions debout 4 heures plus tard pour finir de tout embarquer. À 7h15 du matin, le 25 janvier, nous nous élançâmes vers le sud-ouest sous le commandement de McTeague, avec 10 hommes, 7 chiens, un traîneau, une réserve de carburant et de nourriture, et d'autres pièces et appareils, dont l'équipement radio de l'avion. Le temps était clair, agréablement calme et d'une température relativement douce, et nous escomptions peu de difficultés pour atteindre la latitude et la longitude transmises par Lake pour la localisation de son camp. Notre appréhension concernait plutôt ce que nous allions trouver, ou bien ne pas retrouver, au terme de notre voyage, et le silence continuait de répondre aux incessantes demandes transmises depuis le camp. Les détails et incidents de ce vol de 4h30 ont été comme soufflés de ma mémoire, tant il décida d'une étape cruciale de ma vie.
Il aura marqué pour moi la perte, à l'âge de 44 ans, de toute la paix et l'équilibre que possède un esprit normal, qui s'est forgé selon les conceptions habituelles de la nature extérieure et de ses lois. Ce moment où 10 d'entre nous, mais moi-même et le doctorant Danforth, plus que tous les autres, allaient faire face à un monde exagéré d'horreurs menaçantes que rien n'effacerait de nos émotions et que nous préférerions éviter de partager avec le reste de l'humanité si nous le pouvions. Les journaux avaient publié les communiqués que nous envoyions depuis l'avion, relayant notre course acharnée, nos 2 batailles contre de traîtresses tempêtes d'altitude, l'aperçu que nous eûmes de la région de crevasses où Lake, à mi-parcours, avait perdu 3 jours plus tôt un équipage. L'aperçu que nous eûmes aussi d'un groupe de ces étranges et duveteux cylindres de neige roulés par le vent, déjà notés par Bird et Amundsen sur les étendues sans fin des plateaux gelés. Puis vint un point où aucune de nos sensations n'aurait su être rendue par des mots que la presse aurait pu entendre, et une étape finale où nous eûmes à décider d'une règle de stricte censure. Larsen, l'un des marins, fut le premier à apercevoir à l'horizon la ligne d'où saillissaient des cônes, et ses cris firent se presser tout le monde au hublot de la grande cabine de l'avion. Malgré notre vitesse, il ne s'élevait que très lentement. Et cela suffisait pour nous faire savoir combien ils devaient être infiniment loin et seulement visibles à cause de leur hauteur anormale. Peu à peu, cependant, ils se détachaient dans le ciel, à l'ouest, nous permettant de distinguer leur sommet noir, nu, désolé, et d'en recevoir cette curieuse impression de fantaisie qu'ils inspiraient quand ils se détachaient contre la lumière rouge de l'Antarctique, se réfléchissant sur le fond des nuages iridescents de la poussière de glace. Et dans cet immense spectacle levait le soupçon insistant d'un secret stupéfiant et d'une révélation mystérieuse, inconnue, comme si ces spirales noires de cauchemar étaient les piliers d'une effrayante porte dans les sphères interdites du rêve et les golfes lointains et inconnus du temps, de l'espace et de l'ultradimensionnalité. Je ne pus m'empêcher de penser qu'elles étaient maléfiques, ces montagnes de la folie, dont les crêtes au loin semblaient ouvrir sur des abysses ultimes et maudits. Et ce qui apparaissait comme le fond fluorescent de nuages provoquait la suggestion ineffable d'un monde vague et éthéré, bien au-delà de l'espace terrestre, et nous ramena au consternant souvenir de ces extrémités lointaines, isolées, soumises depuis des temps infinis à la désolation et à une mort qu'était ce monde austral vierge et insondé. C'est le jeune Danforth qui attira le premier notre attention sur les curieuses régularités de la crête montagneuse la plus haute. Des régularités comme d'y avoir superposé des fragments de cubes parfaits, tels que Lake l'avait mentionné dans ses messages et qui justifiaient parfaitement la comparaison qu'il en avait faite avec l'impression onirique de ces ruines de temples primitifs au sommet des montagnes brumeuses d'Asie, telles que les avait si subtilement et étrangement rendues le peintre Nicholas Roerich. Il y avait indiscutablement quelque chose d'envoûtant à la façon de Roerich, dans le mystère de ce continent aussi lugubre. Je l'avais perçu en octobre en découvrant pour la première fois la terre de Victoria, et je le percevais de nouveau, à vif. Je ressentais une nouvelle vague de cette troublante conscience d'une ressemblance aux mythes archéens, et combien cette réalité létale correspondait de façon dérangeante à ce plateau de Leng en Asie centrale, à la réputation maléfique dans les écrits primordiaux.
Les mythologistes ont placé Leng en Asie centrale, mais si longue est la mémoire génétique de l'homme ou de ses prédécesseurs que certains de ces contes et légendes ont pu provenir de terres, de montagnes et de temples surgis d'une horreur bien plus ancienne que l'Asie et plus ancienne que n'importe quel monde humain que nous connaissons. Quelques mythiques audacieux ont prétendu trouver une origine pré-pléistocène aux fragments de manuscrits dits Pnacotica et ont suggéré que les sectateurs de Satovgoa étaient aussi étrangers à la race humaine que Satovgoa lui-même. Leng, quel que soit le lieu et l'époque où il fut engendré, n'était pas une région où je me souciais de pénétrer ou d'approcher, ni ne goûtais la proximité d'un monde qui avait engendré de telles monstruosités ambiguës et archéennes comme Lake nous avait décrites. En ce moment, je regrettais bien d'avoir lu ce Necronomicon abhorré, ou d'avoir tant discuté avec Wellmars, ce déplaisant érudit folkloriste de l'université. Cet état d'esprit ne fit indiscutablement qu'aggraver ma réaction à ce mirage étrange qui éclatait au-dessus de nous depuis le zénith à l'opalescence grandissante, maintenant que nous approchions des montagnes et commencions à franchir les ondulations successives à leurs pieds. J'avais contemplé des douzaines de mirages polaires ces dernières semaines, quelques-uns aussi troublants et fantastiques que celui qui nous faisait face, mais celui-ci était d'une parfaite nouveauté et d'une essence obscure au symbolisme menaçant, et je frissonnais à mesure que le labyrinthe grouillant de murs fabuleux, de tours et de flèches émergeait du trouble brouillard de glace loin au-dessus de nos têtes. L'effet en était d'une ville cyclopéenne, d'aucune architecture qui fût connue de l'homme ou de l'imagination humaine, agrégeant de vastes pans de maçonnerie plus noirs que la nuit et de monstrueuses perversions des lois géométriques atteignant les grotesques les plus extrêmes dans leur sinistre bizarrerie. On y trouvait des cônes tronqués, parfois aplanis en terrasse ou parfois effilés, surmontés ici par les longs cylindres de hampe et là par de larges bulbes, souvent coiffés des fragments de minces disques plats, et d'étranges protubérances, des constructions à entablement suggérant les empilements d'une multitude de plaques rectangulaires ou circulaires ou étoilées à 5 branches, chacune recouvrant celle qui lui était inférieure. Il y avait des compositions de cônes et de pyramides, soit telles quelles, soit surmontées de cylindres, de cubes, ou d'autres cônes et pyramides plus plats et tronqués, et parfois de flèches fines comme des aiguilles rassemblées en curieux ensembles de 5. Toutes ces fébriles structures semblant nouées ensemble par des ponts tubulaires, se croisant de l'une à l'autre à de vertigineuses et multiples hauteurs, sous-entendant pour l'ensemble une échelle terrifiante et oppressive à son absolu gigantisme. Ce mirage, dans son type général, n'était pas sans affinité avec les formes les plus sauvages observés et dessinés dans l'Arctique par le chasseur de baleines Scaresby en 1820, mais par moments et par endroits avec ces pics de montagnes ténébreuses et inconnues s'élançant prodigieusement devant nous et au fond de nos crânes, l'anormalité de cette découverte d'un monde si ancien, plus le voile recouvrant le probable désastre ayant englouti la plus grande partie de notre expédition. Tout cela nous semblait receler en soi l'infection d'une méchanceté latente et de portée infiniment maléfique. Je fus soulagé quand ce mirage commença de se dissoudre, même si, durant le processus, tous ces cônes et ces tours de cauchemar parurent se distordre dans des formes temporaires encore largement plus hideuses. Et quand l'illusion se fut complètement dissoute dans une opalescence bouillonnante, que nous recommençâmes à scruter la terre de nouveau, nous sûmes que le but de notre voyage n'était plus très éloigné.
Les montagnes inconnues nous contournaient à nous donner le vertige comme un effrayant rempart de géants, dévoilant avec une clarté étonnante, même sans lunettes télescopiques, leur curieuse régularité. Nous survolions les premières crêtes maintenant et pouvions distinguer dans la neige, la glace et les zones érodées du plateau principal une paire de taches sombres que nous identifiâmes comme le camp et le chantier de Lake. Les plus hautes montagnes commençaient 8 ou 10 kilomètres plus loin, formant une rangée presque distincte devant ces pics au-delà, plus haut que l'Himalaya. Enfin, Robes, l'étudiant qui avait relayé McTeague pour le pilotage, entama sa descente à main gauche vers cette tache sombre dont la taille l'assimilait à celle du camp. Et quand il le fit, McTeague transmit le dernier message radio non censuré que le monde recevrait de notre expédition. Tous avaient lu, bien sûr, les brefs et insatisfaisants bulletins de la suite de notre séjour en Antarctique. Quelques heures après l'atterrissage, nous envoyâmes un compte-rendu limité de la tragédie que nous découvrîmes et annonçâmes à contre-cœur que toute l'équipe menée par Lake avait été balayée par les vents effrayants de la veille ou dans la nuit qui précédait. 11 morts identifiés et le jeune Gedney disparu. Les gens excusèrent notre flou et notre manque de détails en réalisant quel choc nous avait causé l'événement malheureux et voulurent bien nous croire quand nous expliquâmes que les mutilations dues à l'action du vent avaient rendu impossible de ramener les 12 corps, les 11 corps. Bien sûr, je me flatte que, même au milieu de notre détresse, d'un ahurissement extrême et d'une horreur glaçant l'esprit, rien de ce que nous avons transmis n'était au-delà de la stricte vérité. Le plus épouvantable de ce que nous découvrîmes était dans ce que nous n'avons pas osé dire, et que je préférerais ne pas dire maintenant non plus, sinon la nécessité d'en empêcher d'autres d'approcher de terreurs sans nom. C'est un fait que le vent avait provoqué des dégâts effrayants, qu'ils auraient pu y survivre, même sans l'autre chose. Reste une question sérieusement ouverte au doute. La tempête, avec sa furie de particules de glace follement projetées, avait été au-delà de tout ce que notre expédition avait rencontré auparavant. L'abri d'un des avions, tout, semblait-il, avait été laissé dans un piètre et inadéquat état, avait été littéralement pulvérisé. Et le derrick de la foreuse sur le chantier, à quelque distance, était brisé en 1000 morceaux. Les débris de métal des avions au sol et de la machinerie de la foreuse étaient comme réduits en poussière. Et 2 des plus petites tentes étaient au sol malgré leur protection de neige. Les surfaces de bois qui restaient après la tornade étaient comme piquées, la peinture abrasée, et les différentes traces dans la neige étaient totalement oblitérées. Il est aussi exact que nous ne trouvâmes aucun de ces objets biologiques archéens qui eût pu être considéré comme un tout. Nous collectâmes quelques échantillons minéraux parmi une grande pile écroulée, parmi lesquels plusieurs de ces fragments de pierre ponce verdâtre dont les étranges découpures à 5 branches et les curieuses figures de points regroupés avaient causé tant de comparaisons douteuses, et quelques os fossiles, parmi lesquels les plus typiques de spécimens curieusement mutilés. Aucun des chiens n'avait survécu. Leur enclos de neige, hâtivement bâti près du camp, avait été presque totalement détruit. Le vent pouvait en être la cause, mais la grande brèche du côté donnant sur le camp, celle qui n'était pas exposée au vent, suggérait une attaque extérieure ou une destruction due aux bêtes frénétiques elles-mêmes. Les 3 traîneaux avaient disparu, et nous avons d'abord pensé que le vent pouvait les avoir soufflés en un lieu inconnu. La foreuse et l'appareil à fondre la glace étaient trop sérieusement endommagés pour envisager leur sauvetage.
et nous les utilisâmes pour colmater cette si troublante porte vers le passé que Lake avait ouverte. Nous dûmes aussi laisser au camp les 2 avions qui avaient le plus souffert. Aussi bien, notre expédition survivante n'avait plus que 4 pilotes, Sherman, Danforth, McTighe, Ropes, dont Danforth dans une condition nerveuse trop éprouvée pour naviguer. Nous rapportâmes tous leurs carnets, journaux, équipements scientifiques et quelques autres choses secondaires, même si la plus grande partie en avait inexplicablement été soufflée. Les tentes de réserve et les fourrures soit avaient disparu, soit étaient hors de tout possible usage. Il était environ 4 heures de l'après-midi, après qu'une large reconnaissance en avion nous a contraints à porter Jedney comme disparu, lorsque nous envoyâmes un message sibyllin à l'Arkham pour qu'il le relaie. Et je crois que nous fîmes bien de le conserver aussi factuel et innocent que nous ayons pu réussir à le faire. Le seul écho que nous donnâmes à notre trouble concernait les chiens, dont le malaise effréné près des spécimens biologiques n'était pas une surprise après les messages de Lake. Nous ne fîmes pas mention, je crois, de ce qu'ils éprouvaient le même malaise quand ils venaient à renifler ces mêmes étranges pierres-ponces verdâtres et certains autres objets au cœur du désastre, des objets y compris parmi les instruments scientifiques, les avions et les appareils près du camp et sur le chantier de forage, dont les pièces avaient été dispersées, remuées, comme si les vents qui les avaient renversées avaient été doués d'une singulière curiosité investigatrice. Sur les 14 spécimens biologiques, nous fûmes particulièrement vagues. Nous déclarâmes que les seuls que nous avions retrouvés étaient endommagés, mais que c'était assez pour prouver que la description de Lake était totalement pertinente et impressionnante. Au-delà de cette question, c'était une tâche suffisamment lourde de refouler nos émotions personnelles, et nous ne mentionnâmes aucun nombre ni ne précisâmes avec exactitude comment nous avions trouvé ce que nous avions trouvé. Nous étions d'accord à ce moment de ne rien transmettre qui eût suggéré la folie du côté des hommes de Lake, et cela ressemblait pourtant sûrement à la folie de découvrir 6 de ces monstruosités imparfaites, soigneusement enterrées à la verticale dans des tombes creusées à 3 mètres dans la neige, sous des monticules à 5 branches décorées de groupes de points dont les figures reproduisaient exactement celles de ces étranges pierres-ponces verdâtres extraites des couches mésozoïques ou tertiaires. Les 8 spécimens intacts mentionnés par Lake semblaient s'être complètement volatilisés. Nous étions soucieux, bien sûr, de la tranquillité d'esprit de l'opinion. Aussi bien Danforth que moi-même, nous racontâmes très peu de cette effrayante incursion dans les montagnes le lendemain. C'est seulement le fait qu'un avion radicalement allégé pouvait éventuellement franchir un obstacle d'une telle altitude qui limita miséricordieusement à nous 2 notre équipée de reconnaissance. À notre retour, à près d'1 heure du matin, Danforth était proche de l'hystérie, mais réussit à boucler admirablement ses lèvres. Pas besoin de persuasion pour lui faire promettre de ne jamais montrer nos dessins et les autres choses que nous rapportions dans nos poches, ni rien dire de plus aux autres que ce dont nous étions convenus de faire part au monde extérieur et de cacher nos pellicules pour les développer en secret plus tard. Ainsi, ce présent récit sera autant une découverte pour Peabody, McTighe, Ropes, Sherman et les autres qu'il le sera pour le reste du monde. Et bien sûr, Danforth a la bouche cousue encore plus que moi, parce qu'il y a une chose qu'il a vue et dont il n'a rien voulu dire, même à moi. Comme tout le monde le sait, notre compte-rendu comportait le récit d'une longue ascension. Une confirmation de l'opinion de Lake, comme quoi ces crêtes datent d'une couche de l'époque archéenne et d'une autre strate plissée très primitive et inchangée depuis la moitié de l'ère comanchienne.
Un commentaire de convention sur la régularité des cubes ascendants et des formations en rempart. Un point de vue affirmant que les ouvertures des grottes témoignaient de veines calcaires dissoutes. Une conjecture comme quoi certaines pentes et défilés permettaient l'escalade et la traversée de la formation tout entière, selon la saison, par des montagnards entraînés. Et une remarque comme quoi l'autre versant semblait être un immense et hautain plateau aussi ancien et inchangé que les montagnes elles-mêmes, d'une altitude de quelques 7000 mètres, avec des formations grotesques de roches émergeant d'une fine couche de glace, là où finissaient progressivement des montagnes plus basses, rejoignant progressivement la surface du plateau depuis les abrupts précipices des plus hauts pics. Ce premier compte-rendu est vrai en tout point pour tout ce qu'il énonce et satisfit pleinement les hommes du camp. Nous attribuâmes notre absence de 16 heures, un temps bien plus long que ce que demandait le vol prévu, l'atterrissage, la reconnaissance et la collecte d'échantillons minéraux, au sortilège mythique dû aux conditions du vent adverse, et racontâmes avec exactitude notre atterrissage sur les montagnes les plus éloignées. Par chance, notre conte sembla suffisamment réaliste et prosaïque à la fois pour qu'aucun autre ne fût tenté de s'envoler à son tour. Si l'un quelconque d'entre eux l'avait tenté, j'aurais utilisé le moindre gramme de ma persuasion pour l'arrêter, et je ne sais pas ce que Danforth aurait fait. Pendant notre absence, Peabody, Sherman, Hobbs, McTeague, Williamson avaient travaillé avec acharnement sur les 2 avions les moins abîmés de Lake, les remettant en état pour voler malgré les tours de passe-passe que pourrait nous jouer leur mécanique. Nous décidâmes de charger les 3 avions le lendemain matin et de revenir à la première base le plus tôt possible. Même avec cette halte, c'était le moyen le plus sûr d'atteindre le détroit de McMurdo. Un vol en ligne droite à travers les étendues plus totalement inconnues d'un continent mort depuis des éternités aurait comporté de nombreux risques supplémentaires. Une exploration plus complexe était difficilement envisageable en raison de la tragédie qui nous avait décimés et de la désintégration de notre foreuse. Et le doute et l'horreur qui nous entouraient, que nous n'avions pas révélés, nous conduisaient seulement à souhaiter que nous échappions à la désolation et à la folie dévorante du monde austral aussi vite que nous le pouvions. Comme le public en fut informé, notre retour au monde s'accomplit sans autre désastre. Tous les avions étaient de retour au camp de base le soir du jour suivant, le 27 janvier, après un rapide vol sans escale, et le 28, nous rejoignîmes McMurdo en 2 étapes et une pause très brève due à une panne de gouvernail dans le vent furieux qui soufflait sur la banquise après que nous avons quitté le grand plateau. 5 jours plus tard, l'Arkham et le Miskatonic, tous les hommes et tout le matériel remontés à bord, se dégageaient des champs de glace et traversaient la mer de Ross, tandis que les montagnes ironiques de la terre de Victoria se détachaient à l'ouest sur le ciel brouillé de l'Antarctique et que les gémissements du vent atteignaient une telle étendue du spectre sonore que j'en frémis jusqu'aux os. Moins de 15 jours plus tard, nous quittions le dernier soupçon du monde polaire et remercions le ciel d'être débarrassé d'un pays maudit et hanté, où l'espace, le temps et la mort s'étaient noués en alliance noire et blasphématoire avec les époques inconnues portant encore les torsions, cicatrices et épanchements du premier refroidissement de la croûte terrestre. Depuis notre retour, nous avons travaillé en permanence à décourager de nouvelles explorations antarctiques et avons gardé nos doutes et raisons pour nous-mêmes dans une magnifique et confiante solidarité. Même le jeune Danforth, en profonde dépression nerveuse, n'a rien avoué ni bredouillé qui éveilla la suspicion de ses médecins, et cela, comme je l'ai dit, alors qu'il y a une chose que lui seul a vue et n'en a rien voulu dire, même à moi, quand le faire contribuerait certainement à son rétablissement psychique, à mon avis, s'il le voulait bien.
Cela pourrait à la fois expliquer, soulager, même si cette chose n'était peut-être que l'effet hallucinatoire issu d'un choc violent. C'est l'impression que j'en reçus après ces premiers brefs instants de totale irresponsabilité, alors qu'il me bégayait ces éléments insensés et disjoints, des choses qu'il réfuta avec véhémence dès qu'il se fut repris lui-même quelque peu. Ce sera une tâche difficile que d'en détourner d'autres de l'attraction du grand sud blanc. Et nos efforts porteront même préjudice à notre cause en attirant sur elle la curiosité publique. Nous aurions dû savoir dès le début que la curiosité humaine est sans fin et que les découvertes que nous avons annoncées sont suffisantes pour en lancer d'autres dans la même quête sans fin de l'inconnu. Les comptes rendus de Lake sur ces monstruosités biologiques se sont répandus comme traînées de poudre parmi les naturalistes et les paléontologistes, même si nous avions pris la précaution de ne pas montrer les prélèvements effectués sur les spécimens enterrés ni les photographies que nous avions prises de ce que nous avions trouvé. Nous avions aussi résisté à montrer les échantillons si surprenants de ces os scarifiés et les pierres ponces verdâtres, tandis que Danforth et moi avons mis en sûreté les photographies et les croquis que nous avons rapportés du haut plateau de derrière les crêtes et de ces choses mutilées que nous avions dégagées et étudiées dans la terreur, ou des échantillons emportés dans nos poches. Mais aujourd'hui, tandis que se prépare l'expédition Starkweather Moor, le but annoncé va bien plus loin que ce à quoi nous prétendions nous-mêmes. Si nous ne les dissuadons pas, ils atteindront le germe le plus profond de l'Antarctique et pratiqueront fontes et forages jusqu'à mettre au jour ce qui pourrait mettre fin au monde que nous connaissons. C'est pour cela que je dois aujourd'hui enfin vaincre toute réticence, même à propos de cette ultime chose sans nom qui a surgi de ces montagnes de la folie. Fin du chapitre 3. Chapitre 4. C'est avec beaucoup d'hésitation et de répugnance que je reviens intérieurement au camp de Lake et à ce que nous y trouvâmes en réalité, et à cette autre chose par-delà l'effrayante muraille des montagnes. Je suis constamment tenté d'en étouffer les détails, de ne donner que des indices au lieu des faits véritables et de ce qui en découle inéluctablement. J'espère en avoir déjà dit assez pour juste glisser brièvement sur le reste qui est cette horreur dans le camp. J'ai parlé du terrain ravagé par le vent, des abris écrasés, des machines disloquées, du malaise évident des chiens, des traîneaux et autres appareils disparus, des hommes et des chiens morts, de la disparition de Jadney et de l'enterrement insensé des spécimens biologiques, des étranges constatations dans les blessures de leur texture et de leur structure, surgis d'un monde vieux de 40 millions d'années. Je ne me souviens pas si j'ai mentionné qu'en rassemblant les corps des chiens, nous découvrîmes qu'un d'eux manquait. Nous n'avions pas porté à cela une importance primordiale. Bien sûr, Danforth et moi-même eûmes le temps d'y repenser. Ce que j'ai tout d'abord regardé par moi-même a rapport au cadavre et à quelques points subtils qui peuvent ou ne peuvent pas receler une part rationnelle, hideuse et incroyable au sein du chaos apparent. Le découvrant, j'essayais de détourner mes hommes de ces observations parce que c'était tellement plus simple et tellement plus normal aussi de placer tout cela sur le compte d'une subite folie de tout ou partie de l'équipe de Lake. Selon l'apparence des choses, ce démoniaque vent des montagnes pouvait suffire à avoir poussé à la folie chacun des hommes pris dans le cyclone de tout ce mystère de la désolation terrestre.
Par-dessus tout, l'aberration, bien sûr, à l'aspect même des cadavres, hommes et chiens confondus. Ils avaient dû se lancer dans une sorte de lutte effrayante, étaient mutilés et disjoints d'inexplicables et monstrueuses façons. La mort, pour autant que nous pouvions en juger, était due chaque fois à la strangulation et lacération. Les chiens avaient d'évidence provoqué le trouble, parce que l'état de leur corral, dressé à la hâte, prouvait leur rage à l'avoir détruit de l'intérieur. Il avait été dressé à quelque distance du camp à cause de cette haine des animaux pour ces épouvantables organismes archéens, mais ces précautions semblaient avoir été prises en vain. Laissés à eux-mêmes dans ce vent monstrueux, derrière de minces remblais d'une hauteur insuffisante, ils avaient dû fuir en panique, soit à cause du vent lui-même, soit par l'influence pernicieuse et grandissante de l'odeur émise par ces spécimens cauchemardesques. Mais qui pour le savoir? Ces spécimens, bien sûr, avaient été recouverts d'une toile de tente, mais le faible soleil de l'Antarctique avait chauffé insidieusement cette bâche, et Lake avait mentionné que la chaleur solaire avait tendance à faire se détendre et relâcher l'étrange armature et les épais tissus de ces choses. Peut-être que le vent avait arraché la bâche qui les recouvrait et les avait repoussés de telle façon que leur âcre odeur résiduelle s'était faite encore plus manifeste en dépit de leur incroyable ancienneté. Mais quoi qu'il se fût passé, c'était suffisamment épouvantable et révoltant. Peut-être que j'aurais mieux fait de laisser de côté toute délicatesse, dire de suite le pire, même sous le registre de la plus stricte opinion, basée sur nos premières observations et les déductions les plus logiques, aussi bien de Danforth que de moi-même, affirmant que le disparu, Gedney, n'était aucunement responsable de la dégoûtante horreur sur quoi nous tombâmes. J'avais dit que les cadavres étaient mutilés de façon effrayante. Je me dois aujourd'hui d'ajouter que certains étaient découpés et amputés de sang-froid, de la façon la plus curieuse et la plus inhumaine. Et il en était pour les chiens comme pour les hommes. Tous ces corps solides, en pleine santé, bipèdes ou quadrupèdes, avaient été découpés et désossés comme par un boucher en pleine maîtrise de son art, et tout autour d'eux on avait répandu du sel pris aux provisions pillées de l'avion qui nous induisait les plus horribles associations. La chose s'était accomplie dans un des rudimentaires abris pour les avions, dont l'appareil avait été extrait et dont les vents avaient par suite effacé toute trace qui aurait pu fournir une théorie plausible. Les bribes éparpillées de vêtements, brutalement arrachés aux hommes mutilés, n'en disaient pas assez. Cela ne servirait à rien de citer dans la neige d'un des angles de l'enclos détruit la vague impression que nous eûmes d'apercevoir des empreintes, parce que ces impressions ne concernaient en rien des empreintes humaines, mais étaient clairement mêlées avec tout ce que le malheureux Lake nous avait dit la semaine précédente de ces empreintes fossiles. On se doit de se défier de sa propre imagination au pied de ces ténébreuses montagnes de la folie. Comme je l'ai indiqué, Gedney et un chien se révélèrent manquer à l'appel. Quand nous découvrîmes cet horrible carnage, il nous manquait 2 hommes et 2 chiens. Mais la tente de dissection, relativement indemne, dans laquelle nous entrâmes après avoir découvert les monstrueuses tombes, avait autre chose à nous révéler. Elle n'était plus comme Lake nous l'avait décrite, parce que les restes bâchés de la monstruosité primitive qu'il y avait laissée avait été enlevé de sa paillasse improvisée. Bien sûr, nous avions déjà compris que les 6 choses imparfaitement et absurdement enterrées que nous avions trouvées, l'une avec des traces de cette odeur particulièrement répugnante, représentaient la réserve des échantillons dont Lake avait prélevé une entité pour son examen. Sur cette table, ou tout autour, où étaient dispersées d'autres choses, il ne nous fallut pas longtemps pour comprendre que nous étions face aux éléments disséqués, maladroitement ou anormalement, d'un homme et d'un chien. Je souhaite épargner les sentiments des survivants en omettant de préciser l'identité de cet homme. Les instruments de dissection de Lake avaient disparu, mais il y avait la preuve
qu'ils avaient été soigneusement nettoyés. La poêle à pétrole avait aussi disparu, quoiqu'à son emplacement, nous ayons trouvé un curieux gaspillage d'allumettes. Nous enterrâmes ces restes humains à côté de ceux des 10 autres hommes et les restes canins parmi les 35 chiens. Quant aux bizarres taches et traînées sur la table de dissection et aux fouillis de cahiers manuscrits et leurs dessins grossiers, nous étions trop stupéfiés pour en spéculer. C'était cela le pire dans l'horreur du camp. Mais d'autres choses nous rendirent encore plus perplexes. La disparition de Gedney, d'un chien, des 8 spécimens biologiques intacts, des 3 traîneaux, d'une partie des instruments, des manuels illustrés, techniques ou scientifiques, du matériel d'écriture, des lampes électriques et des piles, de la nourriture, du pétrole, du poêle, des tentes de secours, des tenues de fourrure, ainsi de suite. Cela restait au-delà de toute conjecture raisonnable. Et il en était de même pour ces points à l'encre, comme éclaboussés sur certains bouts de papier, et les preuves de manipulation et expérimentations étrangères sur les avions et autres appareils mécaniques, soit dans le camp, soit sur le chantier de forage. Les chiens semblaient abhorrer ces équipements mécaniques disloqués, et puis il y avait aussi le garde-manger dépouillé, la disparition des crampons pour la glace, le tas surprenant de boîtes métalliques forcées de la façon la plus inattendue et dans les endroits les plus imprévus. La profusion d'allumettes répandues, bridées ou intactes ou brûlées nous offrait une autre énigme mineure. Comme les 2 ou 3 bâches de tentes et vêtements de fourrure que nous retrouvâmes à l'abandon et traités de façon particulièrement non orthodoxe, faisant penser à de maladroits efforts pour se les approprier sans savoir comment ni pourquoi. La façon dont avaient été maltraités les corps humains et canins et l'enterrement illogique des spécimens archéens endommagés, tout cela ajoutait à cette folie de désintégration maladive. Dans l'éventualité d'une circonstance comme celle d'aujourd'hui, nous photographiâmes soigneusement toutes les preuves de cette furie insensée dans le camp. Et nous n'hésiterons pas à produire ces clichés pour étayer notre requête contre le prochain départ de l'expédition Starkweather-Moore. Notre première décision, après avoir trouvé les dépouilles dans leur abri, avait été de photographier et d'ouvrir la rangée de ces tombes démentes avec leurs monticules de neige étoilée. Nous ne pouvions nous empêcher de faire le rapprochement entre ces monticules monstrueux et leurs groupes de points et les descriptions du malheureux Lake à propos de ces étranges pierres-ponces verdâtres. Et quand nous trouvâmes quelques-unes de ces pierres-ponces, elles-mêmes dans le tas des échantillons minéraux, nous fûmes encore renforcés dans cette similitude. Leur configuration générale, cela doit être posé clairement, ressemblait de façon absolument suggestive à la tête étoilée des entités archéennes. Et nous convînmes que l'effet de suggestion avait puissamment dû influencer les nerfs des hommes de l'équipe de Lake déjà à bout. Notre propre découverte des entités nouvellement enterrées reste un moment horrible et renvoyait notre imagination à Peabody comme à moi-même, aux mythes primordiaux les plus choquants que nous avions lus et entendus. Nous tombâmes d'accord pour dire que la vue immédiate et la présence continuelle de ces choses avaient dû s'ajouter à la solitude polaire oppressive et au vent démoniaque des montagnes pour tous les rendre fous. Si la folie, et d'autant plus que Gedney, étant le seul possible survivant, était l'explication spontanée que nous adoptâmes, pour autant que nous en parlions, je ne serais pas assez naïf pour nier que chacun de nous avait dû échafauder d'autres pensées, que la raison seule empêchait de formuler complètement. Sherman, Peabody, McTeague firent une reconnaissance aérienne exhaustive de tout le territoire environnant dans l'après-midi, scrutant l'horizon aux jumelles, à la recherche de Gedney et des diverses choses disparues, mais rien n'apparut au jour.
Leur équipe raconta que la titanesque barrière qui nous faisait face s'étendait aussi bien à droite qu'à gauche, sans aucune diminution de sa hauteur ni modification de sa structure. Sur quelques-uns des pics, cependant, les cubes réguliers et les formations en rempart étaient plus épais et plus larges, présentant des similitudes fantastiques redoublées avec les peintures des ruines sur les montagnes d'Asie de Nicolas Roerich. La distribution des ouvertures de grottes sur les sommets noirs dénudés semblait se prolonger aussi loin que s'étendait la montagne. En dépit de l'obsession de ces horreurs, il nous restait assez de zèle scientifique et d'esprit d'aventure pour nous émerveiller de ce domaine inconnu qui s'ouvrait au-delà de ces mystérieuses montagnes, comme nos messages non cryptés en témoignent. Après cette journée de terreur et confusion, nous prîmes à minuit un peu de repos, mais non sans échafauder la tentative de risquer à une ou plusieurs reprises un vol d'altitude dans un avion allégé, équipé d'un appareil pour les photos aériennes et d'outils de géologie que nous entreprendrions le matin suivant. Nous décidâmes que Danforth et moi-même, nous y risquerions les premiers, et nous nous réveillâmes à 7 heures du matin pour préparer l'expédition. Des vents trop forts, aussi mentionnés dans notre bulletin transmis vers le monde extérieur, retardèrent notre départ jusqu'à 9 heures. J'ai déjà dit et redit l'histoire inoffensive que nous racontâmes aux hommes et dont nous fîmes part au dehors après notre retour, 16 heures plus tard. Il est maintenant de mon terrible devoir de compléter cette version en remplissant ces blancs pitoyables qui occultent ce que nous avons réellement vu dans la face cachée des montagnes et de donner l'idée des révélations qui ont provoqué à leur terme l'effondrement mental de Danforth. J'espère qu'il finira par ajouter un codicille réellement véridique sur cette chose qu'il pense lui seul avoir vue, même si c'était probablement une hallucination nerveuse, et qui est peut-être la touche ultime de ce qui l'a poussé là où il est. Mais il y demeure un résolument opposé. Tout ce que je peux faire, c'est répéter ces derniers bredouillements chuchotés, qui le firent hurler de terreur, alors que l'avion combattait contre le vent torturé de ces passes de montagne, après le choc réel et terrible que nous reçûmes en partage. Ce sera ici mon dernier mot. Si ce que je vais évoquer, des signes évidents de ces horreurs survivant depuis l'éternité, ne sont pas suffisants pour en empêcher d'autres de s'ingérer dans l'intérieur de l'Antarctique, ou tout au moins d'aller fureter trop profondément sous la surface de cette ultime étendue de secrets interdits et inhumains dans une désolation sans âge, la responsabilité de dégâts innommables et peut-être incommensurables ne saurait m'en être attribuée. Danforth et moi, ayant étudié les notes prises par Peabody d'après les mesures de son sextant lors du vol de l'après-midi, avions calculé que la plus basse des passes accessibles dans la muraille était quelque peu sur notre droite, perceptible depuis le camp, et environ à 7500 ou 8000 mètres d'altitude. C'est vers ce point que nous nous dirigeâmes, sitôt embarqués dans l'avion allégé pour notre vol de reconnaissance. Le camp lui-même, sur les contreforts qui dévalaient du haut plateau continental, était à environ 4000 mètres d'altitude. Partant d'ici, l'accroissement de l'altitude n'était pas si considérable que ces chiffres le suggèrent. Nous étions néanmoins conscients de la raréfaction de l'air et du froid intense à mesure que nous nous élevions. D'autant plus qu'en raison des conditions de visibilité, nous devions conserver ouverts les hublots de l'appareil. Nous étions vêtus, évidemment, de nos plus chaudes fourrures. Comme nous approchions des pics interdits, sombres et sinistres au-dessus de la ligne neigeuse déchirée de crevasses et de glaciers interstitiels, nous remarquions de plus en plus la régularité de ces curieuses formations sculptant les pentes et pensâmes de nouveau aux étranges peintures d'Asie de Nicolas Roerich. Les strates rocheuses si anciennes et déchiquetées par le vent confirmaient les messages de Lake et prouvaient que
Ces cimes vénérables avaient été érigées telles quelles à une étape singulièrement précoce de l'histoire de la Terre, peut-être il y avait 50 millions d'années. La hauteur qu'elles avaient pu atteindre alors, il aurait été futile de tenter de la deviner. Mais tout ce qui concernait cette étrange région indiquait d'obscures influences atmosphériques hostiles au changement, convergeant pour imposer aux processus climatiques habituels de désintégration des roches une lenteur inattendue. Mais c'était cet amas de cubes réguliers, longs remparts, bouches de grottes, qui nous fascinait et perturbait le plus. Je les étudiais à la jumelle et pris plusieurs photographies aériennes pendant que Danforth pilotait. Et par moments, je le relayais aux commandes, quoique ma connaissance de l'aviation soit purement celle de l'amateur, pour que, à son tour, il utilise l'appareil binoculaire. Il nous était facile de comprendre que la plus grande partie du matériel géologique était un lumineux quartz archéen, très différent des autres formations visibles en de larges parties du reste de la surface, et que leur régularité était si extrême et mystérieuse que les suppositions du malheureux Lake ne l'auraient jamais effleuré. Comme je l'ai dit, leurs sommets érodés s'effritaient, pris dans les intempéries sauvages depuis des éternités sans nom. Mais leur solidité surnaturelle et la rudesse de leurs matériaux les avaient préservés de la disparition. Nombre de leurs parties, en particulier les plus proches des pentes, semblaient identiques en substance aux surfaces rocheuses environnantes. L'ensemble de leur arrangement pouvait faire penser au Machu Picchu dans les Andes et aux murs primitifs des fondations de Keech, mises au jour par l'expédition du musée d'Oxford en 1929, et Danforth, comme moi-même, eûmes plusieurs fois cette impression de blocs cyclopéens séparés, impression que Lake avait rapportée de Carroll, son équipier de vol. Comment rendre compte de telles choses et d'un tel lieu était franchement hors de ma compétence. Et en tant que géologue, je me sentais humblement dépassé. Les formations lignées présentent souvent d'étranges régularités telles que la chaussée des Géants en Irlande, mais cette stupéfiante muraille, en dépit de la supposition originelle de Lake quant à des cônes fumants, était d'évidence une structure rien moins que volcanique. Les curieuses ouvertures de grottes, près desquelles les étranges formations semblaient encore plus nombreuses, présentaient une autre énigme, quoique moindre en raison de leur répartition régulière en nids d'abeilles. Elles étaient, selon les rapports transmis par Lake, soit approximativement carrées, soit semi-cylindriques, comme si les orifices naturels en avaient été retravaillés pour une meilleure symétrie par quelques mains magiques. D'être si innombrable et sur une si large étendue, c'était déjà remarquable et suggérait que toute la zone était mitée de tunnels ayant dissous les couches calcaires. Les aperçus que nous pouvions en avoir ne pénétraient guère loin dans les cavernes, mais nous découvrîmes qu'apparemment elles n'accueillaient ni stalactites ni stalagmites. Au dehors, cette partie des pentes montagneuses, là où elle rejoignait les ouvertures, semblait invariablement s'adoucir, se faire plus régulière, et Danforth pensait que les légères fissurations et émiettements de l'érosion n'avaient pas seuls créé ces fissures et irrégularités. Secoué comme il l'était par l'horreur et l'étrangeté de ce que nous avions découvert dans le camp, il émit l'idée que ces émiettements ressemblaient vaguement aux groupes de points répandus sur les primitives pierres ponces vertes et si hideusement dupliqués sur ces insensés monticules de neige recouvrant les 6 monstruosités enterrées. Nous nous étions progressivement élevés en volant au-dessus des plus hauts contreforts et abordions la passe relativement basse que nous avions repérée. Comme nous continuions, nous examinions à l'occasion la neige et la glace du terrain que nous survolions, nous demandant si nous aurions pu entreprendre cette exploration avec l'équipement plus simple des temps anciens. À notre surprise, pourtant,
nous découvrîmes que le terrain était loin d'être aussi difficile que les choses le laissaient supposer, et que, malgré les crevasses et autres zones dangereuses, il n'aurait pas été impossible d'y tirer les traîneaux d'un Scott, d'un Shackleton, d'un Amundsen. Quelques-uns des glaciers semblaient glisser vers les passes venteuses avec une continuité inhabituelle, et lorsque nous atteignîmes la passe que nous avions choisie, nous trouvâmes qu'elle n'y faisait pas exception. Même si nous n'avions pas de raison de penser que ces régions de derrière la muraille soient essentiellement différentes de ce que nous avions déjà vu et traversé, la sensation d'un espoir si intense quand nous nous préparâmes à franchir la crête et découvrir ce monde inexploré ne peut se rendre sur le papier. Cette impression de mystère maléfique devant cette barrière de montagne, et cette mer attirante d'un ciel opalescent aperçu par-delà leur sommet, c'était à la fois diffus et si subtil qu'on ne peut le rendre par le littéral des mots. C'était plutôt une question de vague psychologie symbolique, d'associations esthétiques, une chose mêlant peintures et poèmes exotiques aux mythes archaïques qui nous guettaient depuis ces masses maudites et interdites. Même le son bourdonnant du vent contribuait à cette tension singulière d'une consciente malfaisance. Et pendant une seconde, survolant la bouche de ces casernes à la résonance omniprésente, il nous sembla que ce souffle qui entrait et en sortait incluait à l'hétérogénéité du son produit un bizarre sifflement musical outrant toutes les gammes. Il y avait dans ce son comme la brumeuse réminiscence d'une répulsion aussi complexe et inqualifiable que nos autres ténébreuses impressions. Après une longue ascension, nous avions maintenant atteint, selon l'altimètre anéroïde, une hauteur de 7850 mètres. Et nous avions définitivement laissé plus bas la région des neiges perpétuelles. Ici, il n'y avait plus que des étendues de roches sombres et nues. Et les bouches grossièrement striées des glaciers, mais auxquels ces cubes et remparts provoquants et l'écho résonnant des cavernes ajoutaient un côté surnaturel et fantastique, comme le rêve. Surveillant la ligne des hautes crêtes, il me sembla reconnaître celle mentionnée par le malheureux Lake, exactement surmontée d'un rempart. Elle semblait mi-égarée dans l'étrange brume antarctique, la brume qui peut-être avait été responsable de l'erreur de Lake quant à une formation volcanique. La passe se profilait droit devant nous, évasée, et balayée par le vent entre les aspérités sombres et renfrognées de ces pylônes colossaux, et au-delà, un ciel où des tourbillons de vapeur se découpaient dans la lumière du bas soleil polaire, le ciel de ce mystérieux domaine dont nous pressentions qu'aucun œil humain ne l'avait jamais contemplé. Quelques pieds supplémentaires d'altitude, et nous l'atteignions, ce domaine. Danforth et moi-même, incapables de parler, sinon par cris, dans ces vents hurlants et sifflants qui se précipitaient dans la passe et ajoutaient au vacarme de notre moteur déchaîné. Mais les regards que nous échangions suffisaient. Et alors, ayant atteint l'altitude ultime, nous pûmes enfin regarder de l'autre côté de ce défilé capital, sur les vierges secrets d'une terre immensément étrangère et ancienne. Fin du chapitre 4.